comme tu fais à la fois de la boxe, à la fois du cinéma, Ouais. quelle place occupe chacun dans ton quotidien? Tu viens de parler des deux choses peut-être qui structurent le plus ma vie. Mhm. Le sport et ma passion qui est le cinéma, qui est devenu mon métier. Euh, on va dire que l'un va pas sans l'autre, tu vois. Le sport a agi comme une colonne vertébrale dans ma vie, comme presque une continuité d'éducation de mes parents, non? Tu sais, moi, je vis dans l'instabilité permanente avec mon métier d'acteur. Ouais. Et le sport, ça m'aide à me stabiliser, ça m'aide à me construire, ça m'aide m'apaiser, en fait. C'est presque un médicament. Donc ça prend une place très très importante. Moi, en l'occurrence, c'est la boxe. C'est ce qui m'a plu quand j'étais très très jeune. Et j'ai commencé à pratiquer le noble art très très tôt. Et tout doucement, voilà, quoi, c'est devenu presque une obsession. Comme c'est un sport où on triche pas. Ouais. Tu vois, tu peux jouer au football, Et simuler. tu peux jouer au tennis, tu Ouais. peux jouer à plein de sports, mais tu peux pas jouer à la boxe. C'est vraiment quand tu montes sur le ring et tout, c'est sérieux. Donc je crois que c'est aussi ce réalisme absolu qui m'a plu aussi là-dedans dès le début, quoi. Et t'as une alimentation particulière où tu te fais plaisir? Est-ce Non, que non, c'est strict comme un... ça dépend, ça dépend. Bon, tu fais un peu attention, mais ça va avec l'hygiène de vie. Oui, En fait, quand tu comprends qu'il y a certaines choses qui sont pas bonnes pour ton corps, naturellement, tu commences à les écarter. ouais, à les écarter. Attendez, tu sais, c'est une histoire d'habitude. Il y a un grand philosophe qui dit, euh, dans la vie, rien n'est plus facile que de prendre une habitude, mais rien n'est plus difficile que de perdre une habitude. Donc on passe notre temps à prendre des habitudes et on passe notre temps à se battre pour perdre des mauvaises habitudes. Donc ouais, la bouffe, ça fait partie de ces mauvaises habitudes que tu apprends à gérer avec le temps et tout doucement, tu commences naturellement, euh, par le respect de ta personne, de ton corps, à faire attention, quoi. Et ça devient précieux. Et quand tu t'entraînes très 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 dur, tu veux des résultats, donc aussi tu fais attention, voilà, tu essaies D'équilibrer de te correctement donner pour pas tous les moyens, quoi. gâcher, ouais. Voilà, tous les moyens. Il y a un très joli proverbe brésilien qui dit prends soin de ton corps si tu veux que ton âme y reste. Ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est que tu as un mental d'acier. Et je voudrais savoir si, en dehors du sport, il y a des choses que tu as mises en place justement pour atteindre ce niveau-là de leadership, pour atteindre ce niveau-là de motivation. Il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a que du travail. Du travail, du travail, et que tu réussis pas tout d'un coup. Il y a plein de fois où tu vas te planter. D'abord, il y a une jolie phrase qui dit qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. C'est une jolie métaphore. Donc il n'y a pas de parcours parfait. Alors il y en a qui ont un peu plus de chance que d'autres. Il y en a qui, voilà, qui font des rencontres. Mais ça, c'est le destin des gens. Mais tu mets rien de particulier en place, à part d'être honnête et d'être sincère et d'être déterminé. Et déjà d'avoir quelque chose à partager avec les gens, pour de vrai. Et après, il y a aussi une notion de chance. C'est pas nous qui décidons tout. Il y a une notion de talent. Comment ton talent, il évolue. En fait, c'est le mot que je cherche, c'est persévérance. Oui, c'est ça. Et plus le faire pour les autres, le faire pour toi, et que ça se passe entre toi et toi, quoi. Et puis après, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Si tu continues à pratiquer ton art, si tu continues à avoir la foi dans ce que tu as décidé de faire, si tu continues à travailler, si tu continues à rechercher, à t'intéresser, À créer. à te questionner, à collaborer, à te remettre en question, à évoluer humainement en fait vers une personne mature, alors au bout d'un moment, ça sera ton tour. Et tu rencontreras les personnes que tu voulais rencontrer il y a 20 ans, que tu n'arrivais pas à rencontrer. Tu travailleras avec les gens que tu admirais et que tu pensais que c'était pas possible, etc. La première chose, avant toute chose pour un acteur, c'est de travailler. C'est ça la priorité. La chose la plus importante, c'est même pas de pouvoir avoir le luxe de se dire tiens, j'aimerais interpréter. Ça vient après ça. La chose principale, c'est qu'on ait envie de nous. Oui. Puisque c'est un métier qui est basé sur le désir des autres. Donc tu vois, c'est assez délicat, c'est assez traumatisant hein, pour nous les acteurs. Et en plus, on vit caché derrière des personnages. On est à l'aise d'interpréter ces rôles. Moi, à chaque fois quand je décide d'interpréter un personnage, c'est là où ça devient super intéressant. Mais c'est là aussi où je peux exprimer tout ce que je peux pas exprimer en tant que Saïd. Oui, bien sûr. Tu vois, et donc je suis assez confortablement derrière le personnage et les habits et on est caché presque, tu vois, et donc on est à l'aise. C'est pour ça que c'est toujours des exercices difficiles pour les artistes ou les acteurs de venir dans les émissions de télé, etc. Parce que d'abord tu te mets à nu et tu dois être toi, alors que tu passes ton temps et ta Avec vie à être quelqu'un quelqu'un d'autre. Aux États-Unis, ce que j'ai apprécié justement, c'est que ça reste assez fair-play au niveau de la compétition. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les meilleurs pour leur projet.
ils laissent la place prédominante au talent véritable parce qu'ils sont persuadés que c'est ça la valeur marchande. C'est ce qui va rendre le film meilleur. Ils en sont convaincus. Alors, si même un inconnu fait une performance meilleure que la tienne, c'est lui qui l'emportera. Après, il y a de la politique. Oui. C'est pas un truc parfait, tu vois. Rien n'est parfait dans ce monde. Mais en général, comme c'est du business là-bas, c'est pas un truc de copain le cinéma, c'est du business. En général, ils prennent les meilleurs éléments pour leur projet. Et donc, ça te laisse la place. Quand toi, tu es un compétiteur et que tu n'as pas peur de travailler ou de confronter ton talent, etc., ça a été peut-être la chose la plus importante que j'ai faite dans ma vie. C'est faire ce virage américain à un moment donné, Mm. inconsciemment d'ailleurs, et ensuite très consciemment. Et c'est peut-être la chose qui m'a le plus défini et qui m'a permis de m'exprimer pleinement. Enfin, on me donnait la chance de me rencontrer à travers mon talent, et uniquement mon talent. Et en fait, on ne demande que ça, quelque part. Et ça t'oblige à te confronter. Ça t'oblige à travailler. Ça t'oblige à être Performant, oui. en phase avec toi-même. Et ça élimine tellement de problèmes. Et je suis convaincu que c'est la meilleure façon de travailler en finalité. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de tourner sur fond vert parce que j'imagine qu'il y a toute une dimension de projection, etc. Est-ce que c'est presque un autre métier ou est-ce que tous les acteurs peuvent tourner sur les deux, dans les deux cas? Oui, normalement, quand tu es capable tu sais, c'est beaucoup de mémoire sensorielle. Alors, on va pas rentrer dans des termes techniques ici. On n'a pas le temps de donner des cours d'acting ni de comment on interprète un personnage véritablement. Mais c'est vrai Dommage. que la question fait plaisir parce que pendant longtemps, moi, de par mon origine, de par qui je suis, à chaque fois que je fais un film, on me ramène à la banlieue, à la cité. Mais c'est pas grave. Bien sûr qu'il y a toujours une racine à quelque chose, mais il y a aussi une fleur. Je crois que la racine, on en a assez bouffé de la racine. Viens, on parle un peu de la fleur qui s'épanouit et de mon métier d'acteur. Parce que c'est vrai qu'entre-temps, je suis devenu un professionnel et j'ai la chance de faire de grands films avec de grands professionnels, que ce soit les interprètes, les acteurs, que ce soit les metteurs en scène, que ce soit Ouais. les décorateurs, les costumiers, les effets spéciaux, pardon, tous les corps de métier du cinéma. Et ça, c'est fascinant. C'est pour ça que j'aime mon métier et que je suis persuadé que c'est le meilleur métier du monde quand on peut le pratiquer. Ça serait vraiment très très long de t'expliquer, mais disons que oui, normalement, tu dois être capable avec... Il y a une méthode d'acteur, parce qu'il y a plusieurs méthodes en fait qui font que tu peux interpréter un personnage. Alors, tu as des classiques comme Stanislavski, comme Laura Adler, comme tous ces grands techniciens non, de la formation de l'acteur. Et ensuite, il y a aussi l'autodidacte. Ouais. C'est-à-dire que tu chopes un livre ou deux, et ensuite tu te mates tes films, et t'apprends, et t'apprends, et t'apprends, et t'apprends, et tu répètes tout seul, et tu deviens presque, je te dis, obsédé par ce que tu fais, jusqu'au point où tu arrives à en devenir presque meilleur que ceux qui ont été à l'école. Et c'est pas une histoire d'école ou de technique, en fait. En finalité, tu comprends très vite que j'ai connu des acteurs ou des artistes qui avaient peut-être la meilleure technique du monde. Mhm. Vraiment de grands techniciens, mais qui étaient incapables de produire une émotion. J'ai connu des peintres qui avaient des techniques de peinture extraordinaires, qui ont fait les plus grandes écoles et qui étaient parfaits sur la technique, mais capables de produire aucune émotion. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Donc, c'est un peu tous les chemins mènent à Rome. L'important étant d'arriver à Rome, Ouais. peu importe comment tu t'es fabriqué. Et l'histoire de l'art est là pour en témoigner. Chacun sa personnalité, chacun sa sensibilité, chacun son expérience. Ensuite, une chose qu'il faut rajouter, c'est que plus tu as de la culture générale, Oui. plus tu connais l'histoire de la peinture, Mm. l'histoire de la littérature, les grands écrivains, les romans les plus importants, ceux qui ont compté dans la littérature, etc. Plus tu connais l'histoire de la sculpture, plus tu connais l'histoire de l'art en général. Mais ça peut être même l'art de la table, c'est-à-dire tout ce qui compose ce Mhm. monde. Plus tu auras d'outils pour composer ton personnage. Plus tu auras de subtilité à lui apporter, plus tu pourras lui insuffler de la force, de la luminosité, de la complexité, etc. Plus tu pourras donner de l'envergure à ton interprétation. Très vite, j'ai essayé de me positionner dans ce truc de rôle de composition. Pas automatiquement des rôles principaux. Plein de gens pensent qu'il faut faire des rôles principaux pour être une star. D'abord, on n'a pas envie d'être une star. Mm. Rappelle-toi ce qu'on disait, on a envie de pratiquer notre métier Oui. et d'en Et d'être vivre. respecté Et aussi d'être pour ça. respecté. Mm. J'ai pas besoin d'être une star, moi. J'ai juste envie d'être sur le plateau, Mm. à côté des grandes stars, si tu veux. C'est moi et continuer comme ça toute ma vie.
Ça me va très très bien. Comme un artisan. Tu vois, un ouvrier, Ouais. un ouvrier du cinéma. Je me considère comme un ouvrier du cinéma, mais qui a la chance de travailler sur des grands chantiers, les plus grands du monde, avec les meilleurs architectes, et les meilleurs maçons, et les meilleurs décorateurs. Et ça, moi, j'apprends énormément, et c'est formidable, parce que d'un coup, ça devient mes amis, et puis je me balade là-dedans, et j'apprends. Et puis tout doucement, si Dieu le veut, et si la destinée le veut, on montera en grade, un peu comme à l'armée, et la hiérarchie s'installera naturellement. Mais ça se gagne, tout ça. C'est pas en une nuit. Ça vient avec le temps, à force de travail. Le plus dur, c'est d'être toujours prêt. Il n'y a pas trop de répit, quoi. Et c'est très, très difficile. Et ensuite, tu te rends compte qu'il y a la célébrité qui arrive. Tu peux imaginer, moi, quand j'ai fait ce film La Haine, j'étais très jeune. Ouais. Je venais de quartier, etc. D'un coup, du jour au lendemain, tu as tout le monde qui te regarde. Et on te dit, ouais, Saïd, il a changé. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas moi qui a changé au début. Au début, tu deviens célèbre. Et c'est les gens qui changent autour de toi. Et comme les gens changent, toi, tu règles, t'ajustes. T'essayes, t'es perdu déjà, toi, tu sais même pas, quoi. Donc c'est une histoire de réglage, en fait. Le temps que tu te règles, ça prend 2, 3, 4 ans. Alors, tu prends la grosse tête, tu prends plus de grosse tête, tu prends des grands patins, pas de patins, tu t'embrouilles avec tout le monde, tu comprends plus ce qui se passe. Mais c'est parce que Un tourbillon. c'est un bouleversement majeur qui vient de se passer. Et le temps que tu te restructures et tu reprends, tu te réappropries ta personne et tu intègres la notoriété, etc., mais tu peux devenir fou. Et il y en a beaucoup qui sont devenus fous. Et il y en a beaucoup qui restent bloqués dans cette période de réajustement des 3-4 ans là, de la célébrité, etc. Parce que la célébrité, c'est très très compliqué. Et c'est peut-être même pas très conseillé pour les êtres humains en vérité. C'est peut-être même un truc complètement incompatible avec l'être humain. Il faut tellement de discipline pour gérer la célébrité, tellement de normalité. J'ai envie de dire, j'appelle ça de l'extra-normalité. Il faut des valeurs, il faut de la discipline, il faut de la religion, il faut des parents, il faut de l'amour, il faut quelque chose qui te ramène sur la terre de façon tellement brutale que tu as l'impression que tu n'as jamais décollé en fait. Et ça prend beaucoup de temps. Et j'ai vu des gens devenir fous et on passe à côté même de la folie, moi-même. Mais moi-même, je suis passé par tout ça. Et grâce à Dieu, on parlait tout à l'heure d'expérience. J'en ai vu beaucoup jamais revenir. Donc c'est un choc, comme je disais, considérable. Et c'est une histoire d'ajustement et les gens ne se rendent pas compte. Tu veux que je te raconte une anecdote? Bien sûr. Pour te raconter comment la célébrité, ça change le truc et comment tu dois dealer avec tout ça. Bon, bah, d'abord, tu appartiens aux gens en fonction des films. Tu as des gens qui n'ont pas vu La Haine, mais qui ont vu Wonder Woman. Ouais. Donc pour eux, tu es l'acteur de Wonder Woman. Ouais. T'en as d'autres qui connaissent toute ta filmographie. Et t'en as d'autres qui connaissent un film du Maroc que j'ai fait sur les enfants des rues qui s'appelle Alizawa. Et pour eux, je suis le personnage d'Alizawa. Alors c'est flatteur parce que ça veut dire que tu as bien fait ton travail, mais pour nous, c'est notre quotidien et on est exposé en permanence. Et j'étais au Maroc et j'étais en voiture, il y avait un vieux monsieur qui faisait du stop. Et je me suis arrêté et je l'ai fait monter. Et il est monté et il me regardait comme ça, mais il n'arrivait pas à y croire. Il était un petit peu comme ça et puis d'un coup, je le vois, c'était un monsieur un paysan, tu vois, un monsieur paysan. Et il était un peu âgé et il commence à s'exciter comme ça et tout. Et il m'a sorti une phrase en arabe que je vais essayer de te traduire. Et ça donnait à peu près... Est-ce que tu sais qui tu es? Il était là, il m'a dit, mais est-ce que tu sais qui tu es? C'est lui-même qui n'arrivait pas à y croire. J'ai d'abord pouffé de rire et je l'ai regardé avec beaucoup de compassion. Et je lui ai dit, oui, je crois savoir qui je suis. Mais est-ce que toi, tu sais qui tu es? Donc on en a plaisanté. Mais parce que moi, je ne prends pas ce truc-là au sérieux, tu vois. Pour moi, la notoriété, ça me sert juste à faire d'autres films, Bien en sûr. vérité. Tu es membre de l'Académie des Oscars. Forcément, tu as vu la gifle de Will Smith, etc. J'ai vu Toi, la t'en as gifle. pensé quoi? Eh bien, écoute, d'abord, j'ai pas compris. Ouais. Et ensuite, j'ai essayé de me mettre à la place des deux personnes. Juste en regardant le truc, tu comprends que même en étant très célèbre, t'es un être humain et qu'on a tous un point de non-retour. Et je pense qu'il a atteint ce soir-là un truc de non-retour, d'être humain. Ça doit pas être simple d'être Will Smith. Ça paraît très très drôle de l'extérieur, mais ça doit pas être simple tous les jours. Et puis sa femme et ses enfants, et quand tout se mélange, ça devient très très compliqué. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il faut une extra normalité pour dealer avec tout ça. Parce que déjà que la vie en soi est compliquée, mais là Ça peut aller vite. Ça va à 10 000 à l'heure, quoi. Ouais. Le plus gros cachet que tu as reçu, par exemple, pour un film, était de combien? C'était au moins un cachet d'aspirine. Ah. Au moins. Si Ça c'était donnait- pas deux. Est-ce que, par exemple, les acteurs qui ont ces cachets-là, ils ont
un compte courant où ils ont, par exemple, je sais pas, 100 000 $, 200 000 $, et le reste, il est sur, par exemple, l'équivalent de ce que les gens ils ont comme compte épargne, sans compter les placements et les investissements, etc. Est-ce que ça fonctionne de la même manière? Comment tu gères ton argent, toi? Ah bah, écoute, j'ai un compte courant, des comptes épargne, des investissements immobiliers, des investissements dans des sociétés, etc., etc. Mais décidément, Mais je te réponds. c'est une vraie femme d'affaires. Non, pas du tout, mais c'est comme ça que je te réponds. Ben, je crois que c'est pareil pour tout le monde. Encore une fois, c'est chacun son truc. Il n'y a pas de textbook, non, il n'y a pas de... Mm. Moi, je peux te dire que de mon niveau, je m'occupe d'abord des miens. Tu sais, j'ai des valeurs de Mhm. famille. Moi, je viens d'une famille pauvre, de banlieue parisienne. Donc, mon rêve, c'est d'abord été de les sortir de là. C'est ça le truc. Et la première chose que j'ai fait, c'est de les sortir de cette condition sociale. Ça, c'est la chose principale. C'est quoi tes prochains projets? Dans le domaine de cinéma, au mois de juin, il y a un film qui va sortir qui s'appelle The Forgiven, Ouais. avec Jessica Chastain et Ralph Fiennes, adaptation d'un livre anglais qui est un best-seller d'ailleurs, The Forgiven de Osborne. Et c'est un très très beau film, un peu un film, tu sais, comme Le Patient anglais, comme un roman adapté au cinéma, c'est très beau. Mhm. Et là, je devais partir faire un film en Grèce, Mhm. avec un film de Brad Furman, avec qui j'avais fait Infiltrator auparavant, avec Bryan Cranston. Et là, ce serait avec Robert De Niro et Jimmy Fox. Et c'est un film sur l'armée, sur Oh. la PTSD, c'est-à-dire les post-traumatiques, non, les gens qui reviennent de l'armée. Ça, c'est des projets. Et puis surtout, l'actualité, c'est le livre Oui, avec, bien sûr. avec les écoles De la haine à Hollywood. de la haine à Hollywood. Et surtout, la tournée des écoles que je suis en train de préparer. Tu reverses les bénéfices du coup à ces écoles-là au Maroc, Non, à non. l'orphelinat. Non, non, les bénéfices sont uniquement reversés pour les orphelins Mm. de l'orphelinat des Saouira d'Arna dont je m'occupe. Et les écoles, j'y vais juste gracieusement, en mode un peu grand frère. Je l'ai fait au Muro il y a 2 semaines, dans une super école, et ça s'est tellement bien passé qu'on a fait un petit film qui va arriver la semaine prochaine. Donc on va le faire avec Aulnay-sous-Bois, puisque c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, et c'est là où j'ai tous mes amis et tous mes souvenirs. Et puis voilà, on va continuer à essayer de porter la bonne parole avec le bouquin. Comme tu disais tout à l'heure, donner de la force, il y a donner de la force à des gens qui sont à Paris dans une superbe émission de radio, et donner de la force aux orphelins dont je m'occupe au Maroc, Oui. qui Dont on va parler après aussi, ont ouais. été abandonnés dans un sac en plastique au bord de la route ou dans une décharge ou je ne sais où, Mhm. et qui ont ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni grand-mère, ni grand-père, ni rien du tout. Rien du tout. Donc il y a des degrés de galère, tu vois. Et donc moi, il y a des choses qui me touchent plus que d'autres, mais je suis pas obligé de le faire. Mm. Et on se drape pas d'un truc de vertu en disant non, on le fait parce que ça m'apporte à moi d'abord. C'est aussi important pour moi que l'aide que j'apporte à ces gens, mais ça me fait du bien déjà à moi. Saïd Tagmaoui, merci beaucoup pour l'honneur que tu m'as fait de venir. Je te souhaite la santé, puisque c'est ce qu'il faut, et puis que du bonheur, et merci beaucoup, merci encore à toi. Déjà, je suis pas venu les mains vides. Ah, on Ok, arrête. tu Merci. vois, le Père Noël, ok. D'abord, je Magnifique. voulais te remercier aussi de m'avoir invité, et je vous ai apporté des t-shirts collector de la haine Merci. qui ne sont plus en production, donc qui sont encore Incroyable. doublement collector. Je vous les pose là. Vous Merci débrouillez, beaucoup. Vous les distribuez entre vous. Et ensuite, je t'ai aussi apporté un truc parce que j'ai fait une collection de paires de lunettes, d'une vingtaine de paires très collector. Et tous les bénéfices et tout l'argent, c'est pour les enfants de l'orphelinat. En fait, D'accord. voilà à quoi ça peut servir la notoriété, tu vois. Mm. Mettre ton image au service d'une cause pour de vrai. Et donc voilà. Et des lunettes collector, il reste un petit cadeau symbolique qui est un essuie-lunettes Merci avec beaucoup. ma phrase fétiche. Remplis-toi d'amour, mon garçon. Il n'y a que Saïd Tagmaoui qui a réussi grâce à la haine. Il y a quand même la moitié des gens qui pensent que c'est un ego et qu'il n'y a que moi qui a réussi dans le film La haine. Ah, c'est un Alors jeu de qu'en mots. fait, tu peux expliquer s'il te plaît ce que tu as compris? It's a joke. OK? It's a joke. Ça veut dire c'est pour la paix, c'est pour l'amour.